Dans bon nombre de civilisations et de cultures, les anciens sont les sages vers qui on se tourne pour le conseil et la transmission de l'expérience. Pourtant, la vieillesse demeure une étape redoutée de la vie. Elle nous rapproche de la mort et nous renvoie une image parfois dégradée de nous-mêmes qu'il est difficile d'accepter. Plus inquiétant encore est la prise en charge du sujet âgé, dans une société où individualisme et économie se conjuguent souvent au détriment de l'humain, du respect et de la dignité des personnes. Comment la société perçoit-elle les vieux? Quelles sont les pathologies dont ils souffrent et les réponses en matière de soins? Quel est le rôle des familles, des accompagnants? Et enfin, quels sont ces établissements où ils achèvent souvent de vivre leur vie dans des conditions parfois très difficiles? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai invité aujourd'hui Alain Mukieli. Alain Mukieli, vous êtes médecin de santé publique et directeur du secteur santé publique de la Mutualité française des Alpes-Maritimes. À côté de vous, Valérie Serraz, médecin de santé publique également. Vous êtes gériatre, directeur de l'Institut de la maladie d'Alzheimer et médecin coordinateur d'un EHPAD. Alors, l'EHPAD, c'est ex-maison de retraite, je crois que c'est ça. Et ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, si je ne me trompe. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, il est professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique. Vous avez publié un livre qui vient fort à propos, Le médecin et la mort, chez Vuibert, que je vous conseille. En face de vous, Michel Poncet. Michel Poncet est neuropsychiatre, praticien hospitalier, professeur de neurologie et de neuropsychologie à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes président de l'Institut de la maladie d'Alzheimer et vous êtes aussi directeur du CMRR de PACA-Ouest. Ça veut dire le Centre de mémoire, de ressources et de recherche de la PHM. Tout à fait au bout de la table, Bernard Laborel. Bernard Laborel est un ancien directeur de maison de retraite. Vous êtes conseil en ingénierie de projet gérontologique. Il faudra que vous nous expliquiez ce que ça veut dire. Chargé de mission auprès du Conseil général des Hautes-Alpes pour la mise en place de la maison départementale des personnes handicapées. Alors, merci à tous d'être venus et bonjour. Et nous allons démarrer donc ce sujet en parlant tout d'abord du regard social sur le sujet âgé. Alors peut-être je me tourne vers vous, Bernard Laborel. Quels sont les différents âges de la vie et à partir de quel moment est-ce qu'on commence à vieillir? Il y a certainement plusieurs opinions qui peuvent être données. Mais enfin, on tombe d'accord sur cette idée que la vie est un continuum. Donc nous passons par plusieurs étapes dans notre parcours de vie. Et que, comme tout continuum, il y a un processus de dégradation. Donc, tous les êtres vivants connaissent ça. On a donc ce vieillissement qui se caractérise, je crois, par 2 points. Le premier, c'est qu'on ne vieillit pas tous de la même manière. On appelle ça le vieillissement différentiel. C'est-à-dire, peut-être, moi, vivrai-je ou vieillirai-je plus difficilement que d'autres. Et puis, même à l'intérieur de nous-mêmes, les psychologues s'accordent pour reconnaître que nous avons un vieillissement biologique, et nos capacités d'autorégulation, de freiner cette dégradation que j'évoquais. Mais il existe aussi un vieillissement psychologique et puis un vieillissement social. Alors on va venir à ces points-là. Mais la vieillesse, ça commence quand? Ça commence à 20 ans, ça commence à 3 ans, ça commence à quel moment? Alors ce processus de dégradation d'un point de vue biologique peut commencer pour les biologiques à un moment qu'ils pointeront eux-mêmes. Je ne suis pas biologique, mais on peut dire qu'à partir du moment où la vie naît, nous commençons à vieillir, socialement au moins par rapport à d'autres. Et puis, si vous voulez, tout au fil de la vie, il y a des passages où les choses changent. Et c'est la capacité de s'adapter à ces changements qui signe finalement ce qu'on pourrait appeler le bon vieillissement. Je vois que Michel Poncet hoche la tête. Vous avez un mot à ajouter là-dessus? Non, simplement sur vieillissement biologique, vieillissement psychologique. Et c'est vrai que tous nos parties du corps s'altèrent avec l'âge, vieillissent. Il n'y a qu'à regarder notre peau. Par exemple? C'est l'exemple typique. Le cerveau aussi va présenter un vieillissement des systèmes neuraux qui va s'accompagner d'une modification psychologique. C'est-à-dire c'est un vieillissement, on pourrait dire, neuropsychologique. C'est à la fois neurologique, biologique et psychologique. Par exemple, la mémoire, après 70 ans, n'est pas la même qu'avant 60 ans. On a très souvent une altération de ce qu'on appelle la mémoire de travail. C'est clair que quand on est un peu âgé, on a plus de difficultés à retenir l'information nécessaire pour exercer correctement ses fonctions psychiques. Là, je crois que c'est indiscutable. Alors, Pierre Lecause, réalité physique, réalité psychologique, la vieillesse, pour vous, qu'est-ce que c'est?
Pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le seuil biologique, un philosophe disait que dès qu'on est né, on est assez vieux pour mourir. Donc le compte à rebours a commencé dès la naissance. Sans cela, on peut peut-être distinguer l'idée de vieillissement qui est la sénescence, ce qu'on appelle la sénescence, c'est l'altération des fonctions, des tissus, de tout ce qui relève de l'anatomie. Et puis, d'un autre côté, la vieillesse, qui est une expérience existentielle, parfois bien vécue, lorsqu'on a, comme on dit, une retraite bien méritée. On a l'impression qu'on va... Une vie bien pleine, vous voulez dire, en quelque sorte. Oui, une vie bien pleine et qui nous a empêchés de faire ce que nous allons enfin pouvoir faire pendant cette période de la vie, qui est la vieillesse. Mais malheureusement, bien souvent, la vieillesse n'est pas bien vécue. C'est une crise où la peur de la mort le dispute au désir de vivre. Vient de ce qu'on ne peut plus réellement s'investir dans l'avenir. Valérie Serras, votre point de vue là-dessus en tant que médecin gériatre et médecin de santé publique? Alors en tant que gériatre, puisqu'en fait c'est vrai que la personne vieillissante, c'est quand même la cible de notre travail. Je crois qu'il faut dire quand même que c'est un processus en devenir, le vieillissement. Il est inévitable, il a beaucoup de facteurs négatifs, certes, quand on vieillit, mais c'est quand même du devenir, donc de l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut toujours être plus vieux qu'on est, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Un peu d'espoir, donc, quelque part. Oui, je crois que, oui. Donc, sinon, je crois que je m'en occuperai beaucoup moins. Mais je crois que justement, l'espoir. Et moi, j'ai envie de dire aussi que de toute façon, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est un processus biologique qui montre qu'on est en vie, finalement. Et qu'on vit un vieillissement. Et vivre un vieillissement, ça veut dire aussi faire en sorte de peut-être agir pour le vivre beaucoup mieux. Et que ça devienne un petit peu moins la crise psychologique qu'on peut voir quand les gens vieillissent. Et peut-être même, on n'a pas donné d'âge finalement, à quel âge on commence, mais quelque chose qu'on peut voir à 30 ans, quelqu'un qui a peur de vieillir et qui, quoi qu'il arrive, est en train de vieillir, quelque chose qu'on peut voir à 60, à 80, à 90, et quelque chose qu'on ne voit jamais finalement. J'ai vécu à côté d'individus qui n'ont jamais eu de connotation négative dans leur vieillissement, qui l'ont pris comme un fait, comme ça, c'est comme ça, donc on fait avec. On essaye de faire au mieux. C'est ça, savoir rester jeune, en quelque sorte. C'est-à-dire l'accepter, vieillir et l'accepter en même temps. Et monsieur disait tout à l'heure, toujours s'adapter et penser qu'on peut toujours être utile et servir aux autres. Je crois que ça, c'est très important dans le vieillissement. Bien sûr. Voire même peut-être plus que plus jeune. Les diverses sociétés humaines ont des statuts très très différents pour les personnes âgées, pour les sujets âgés. Quelle est la place que leur réserve notre société occidentale et surtout, quelle est la tendance? Est-ce qu'on regarde aujourd'hui les personnes âgées de la même façon qu'avant et vers quoi est-ce qu'on tend? Bernard Laborel, peut-être, pour commencer. Je pourrais parler longtemps de cet aspect, parce qu'il y a une mythologie autour de ça aussi. Donc, on parle des sociétés anciennes où les personnes âgées, qui n'étaient pas du tout les mêmes âgés d'aujourd'hui, avaient un statut particulier, etc. Ce qui est vrai et pas vrai par certains aspects. Mais sans rentrer dans ce détail, je crois que vous avez raison de souligner que la perception du vieillissement est essentielle dans le processus de vieillissement et que là, la société a à dire et dit, et des fois d'une manière perverse. C'est-à-dire que la manière dont on s'occupe de nos aînés, et donc la manière dont chaque aîné intériorise son propre vieillissement, produit une dialectique qui peut être délétère ou bénéfique. Oui, Michel Poncet, je vous en prie. La manière dont on s'occupe de nos aînés, moi je pense que ce qui est très important aussi, c'est la manière dont nous, les aînés, nous occupons des plus jeunes. Vous voyez, on va toujours du plus jeune vers le plus âgé. Pourquoi? Et ça me semble très important pour revaloriser. Enfin, moi, je me sens un devoir d'aider les plus jeunes que moi. Pierre Lecause? Oui, le général de Gaulle avait eu ce mot un jour, la vieillesse, c'est un naufrage. Et il disait bien, en fait, comment la vieillesse est perçue dans notre société. Alors, effectivement, on a coutume de dire que dans certaines civilisations africaines, quand un vieillard disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle, qui se dilapide. Je ne sais pas s'il s'agit d'une image qui correspond à la réalité, mais toujours est-il que
Monsieur Laborel vient de parler de perversion. Je trouve que le vieux dans notre société, déjà, il est disqualifié parce que le mot a une connotation péjorative. On n'ose pas prononcer le mot vieux parce que c'est un mot d'injure. Et puis, deuxièmement, on a associé assez spontanément dans notre discours jusqu'à présent, ce qui est normal, vieillesse et retraite. Hein, on associe toujours plus ou moins ces deux choses. Or, le vieux se trouve à un carrefour où bien il continue de travailler, mais alors on lui reproche de prendre la place d'un plus jeune, ou bien il se met définitivement en repos, et alors on lui reproche plus ou moins de profiter du système et de se faire rétribuer. Alors, on est là dans une situation qui n'est pas saine pour la vieillesse aujourd'hui. Alain Micheli, vous avez un mot à rajouter sur... Oui, c'est vrai que quelque part, pour reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que le vieillissement, c'est un bon moyen de vivre vieux, quoi, de vivre longtemps. Hein, je crois que ça n'a rien trouvé de mieux pour vivre longtemps. Dire, oui. Donc en fait, je crois que quelque part, c'est l'aspect, le miroir social que nous renvoient les autres est aussi important par rapport au vieillissement. C'est-à-dire quelque part, au-delà du vieillissement biologique ou psychologique, les autres, dès un certain âge, nous renvoient aux anciens un miroir, une image qui est liée au statut social. Parce qu'en plus, notre société découpe la vie en tranches. Le retraité, l'actif, le pré-retraité. Et en fonction de la tranche d'âge dans laquelle on est, les autres nous renvoient un miroir différent et qui va justement vers une certaine marginalisation, vers une certaine rupture. Rupture du lien social, rupture du lien affectif, rupture du lien familial. Et quelque part, par rupture infinitésimale comme ça, se crée la vieillesse, alors que, pour revenir à votre question sur certaines sociétés coutumières, la vieillesse n'est plus comprise dans un continuum d'âge. Bien sûr. Où les choses, les tranches de vie, pour reprendre votre question, s'interpénètrent en permanence, et non plus cette différenciation, en fait. Par rapport à la société en général. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi d'individualisme, quelque part, de notre société, où les gens, finalement, pensent à eux d'abord et pas aux autres? Et j'imagine que ça aussi, c'est un facteur qui a son poids dans la prise en charge des parents âgés, par exemple. Bernard Laborel. Oui, alors là aussi, il faut certainement un peu détailler, parce qu'à côté de cet individualisme dont on parle, qui est réel certainement, il y a aussi, dans le quotidien de la vie sociale, de la vie des hommes de notre pays et d'ailleurs, il y a aussi cette solidarité qui se déploie, il y a aussi cette intergénération qui était évoquée à l'instant, il y a aussi ces liens sociaux qui se bâtissent. Alors on a un processus de déconstruction et de construction qui est concomitant. Et le vrai travail, je crois, c'est d'un praticien du social, c'est d'essayer de consolider tout ça dans le sens, bien sûr, du raffermissement de liens sociaux. Et c'est bien, à un moment donné, d'interroger la société quant aux valeurs qu'elle souhaite promouvoir à cet égard. Et de ce point de vue, nous sommes dans une société qui ne me satisfait pas de ce point de vue en tous les cas, parce que le modèle qui est projeté, c'est un modèle dans lequel la personne âgée, encore on ne devrait pas dire la personne âgée, puisqu'on le dira tout à l'heure, mais il y a autant de personnes âgées que de cas en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on est tous différents. Eh bien, ce modèle-là, on ne peut pas s'y reconnaître, les modèles de performance économique, de rentabilité, de productivité. Alors, Pierre Lecoz avait raison de dire, c'est-à-dire que la retraite peut être vécue dans ce cadre-là comme une mort sociale. Anne-Marie Guillemard a écrit de belles pages là-dessus, effectivement. Mais pour d'autres qui se situeraient dans un autre modèle de vie, ça peut être le renouveau, le départ pour autre chose. Donc je crois que l'interaction entre l'individu, la personne âgée, qui est d'abord une personne avant d'être âgée, dans sa relation à la société est essentielle pour comprendre aussi une partie, au moins, des difficultés que nous rencontrons dans nos travail. Quand même un problème, vous parlez de génération, mais il y a quand même des conflits de génération terribles, puisque quelque part, les générations les plus anciennes possèdent le patrimoine, et les générations les plus jeunes n'arrivent pas à trouver du travail. Il y a là, comment dirais-je, des facteurs aussi de coût par rapport à la prise en charge des plus jeunes et des plus âgés, des choses qui finalement ne fonctionnent pas ensemble dans notre société. Est-ce que ça aussi, c'est un facteur d'exclusion, par exemple, des personnes âgées, ou disons du sujet âgé, puisqu'il ne faut pas dire personnes âgées, vu que chaque cas est différent? Oui, du sujet âgé, de l'acteur âgé. À mon sens, le conflit de génération est quelque chose d'artificiellement promu. Je veux dire, on a des exemples d'activités d'intergénérationnelles où dès lors qu'on
qu'on réfléchit bien, parce qu'en amont de ça, il y a un déficit de réflexion. Si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Et quelle est la part de chacun? Et en quoi le vieux, essayons de promouvoir ce terme, en quoi le vieux apporte quelque chose d'essentiel dans la cohésion sociale? Dès lors qu'on le dit, dès lors qu'on le réfléchit, dès lors qu'on le pratique, ceci peut complètement charger les rapports sociaux. Mais dans notre société, ce n'est pas ça. Celui qui n'est pas performant économiquement, où est sa place? Voilà une question de fond. Et donc ce conflit de génération, il correspond, il colle bien à une vision de la société qui n'est pas la mienne et qui, à mon avis, exclut. Parce qu'au-delà des personnes âgées, c'est pareil pour les personnes handicapées, c'est pareil pour tous ceux qui sont dans la différence, dans la singularité. Et moi, je crois que nous sommes tous singuliers et qu'une vraie société telle que je la rêve, c'est plutôt une société qui permette d'inclure, d'intégrer toutes ces différences, y compris le vieux à ce qu'il a apporté à toutes les générations. À toutes les générations. Michel Poncet le soulignait tout à l'heure, je crois que vous avez raison. Alors, regardons maintenant un peu la vieillesse d'un point de vue peut-être, si je puis dire, plus médical. La vieillesse, c'est souvent, on considère ça comme une sorte de maladie chronique, finalement. Est-ce qu'on peut traiter cette maladie chronique? Est-ce qu'on peut la prévenir, Michel Poncet? Bon, en aucun cas, le vieillissement est une maladie. Ça, je crois que très heureux de vous l'entendre dire. Absolument pas. Non. Est-ce qu'on peut faire en sorte que nous vivions le plus longtemps possible dans un bon état somatique et psychique? Moi, je le pense. Et pour revenir au terme individualisme tout à l'heure, je pense que ça, c'est une très mauvaise qualité humaine, l'individualisme. Et moi, ce que je conseille, est-ce que je me conseille, en tant que personne âgée, est-ce que je conseille aux personnes âgées, aux vieux, quoi, je n'ai pas peur du mot, c'est de ne pas avoir trop mal à soi. Il faut avoir mal aux autres. Je dis, ayez mal aux autres. Occupez-vous des autres, des plus jeunes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça ne doit pas aller uniquement dans le sens, le jeune qui aide le vieux. Le vieux a besoin de l'aide des jeunes, mais il a aussi un devoir vis-à-vis de la société, donc des jeunes. Je pense profondément que c'est très, très, très important d'avoir mal aux autres et d'essayer de ne pas avoir trop mal à soi. Merci Michel Poncet. Valérie Serras, vous avez un petit mot à ajouter sur cette idée de maladie chronique, bon, qui n'existe pas, on est bien d'accord, j'essaye d'utiliser des termes qui sont un petit peu iconoclastes à dessein, mais comment pas traiter et prévenir, comment aider en quelque sorte? Tout à fait. Je crois qu'il faut... Je voulais quand même revenir sur une chose, c'est qu'un vieux n'a pas obligatoirement besoin de nous, hein. Ça, je crois que c'est quand même important et qu'une grande majorité quand même des personnes, même très âgées, n'ont absolument pas besoin d'aide, au sens où on peut l'entendre, ils n'ont pas d'incapacité particulière, donc ils n'ont pas besoin des autres. On a peut-être besoin plus d'eux que ce qu'ils ont besoin de nous. Ça, il faut quand même le dire, parce que bon, moi, je reste toujours très positive par rapport à ça. Alors, la vieillesse, c'est en aucun cas une maladie, c'est un état qui, parfois, effectivement, quand même, rend fragile. Il y a une certaine fragilité quand on avance en âge qui fait que ça peut être le lit de certaines maladies chroniques. C'est le facteur de risque principal de certaines maladies chroniques, à savoir le cancer et éventuellement les maladies dégénératives du cerveau dont on parlera après. Donc c'est vrai que ça, il faut juste savoir ça, mais que bon... Donc la vieillesse, facteur de risque en quelque sorte. Peut être un facteur de risque, absolument. La vie est facteur de risque. Et la vie est facteur de risque. Non, mais c'est la vie. Entièrement d'accord. Et la vie est facteur de risque. C'est sûr que dans les sociétés où on meurt à 40 ans, on n'a pas les maladies dont on va parler tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Voilà, oui, tout à fait. Donc après, vieillesse, dans la vieillesse, on doit prendre en compte le facteur santé. Et je crois que c'est là qu'il faut faire quelque chose et qu'on peut faire quelque chose, prévenir, promouvoir sa santé pour mieux vieillir. Ça, je crois que je défends un peu cette idée-là. Je crois qu'à tout âge, on prévient des maladies et surtout des incapacités, voire le handicap, qui peut aboutir éventuellement au handicap et au besoin d'aide pour effectuer toutes les activités très élémentaires de la vie quotidienne. Alors, Alain Micheli, vous représentez la Mutualité française, donc vous avez une action de prévention, donc en quelque sorte qui aide les gens à se préparer à ces moments qui sont parfois des moments difficiles pour certains, puis pour d'autres pas du tout, qui est de vieillir. La question est complexe, c'est-à-dire que non seulement, alors la Mutualité française, nous partageons complètement les valeurs de solidarité en termes justement de solidarité nationale et de solidarité mutualiste par rapport à un individualisme social. Et il est clair que la solidarité, c'est partager avec et pour les autres, et chacun partage effectivement ses expériences propres dans le cadre d'un échange. Et donc là, c'est clair que nous partageons ces
ces valeurs, et là, je tiens à le dire. En termes de prévention du vieillissement, plus spécifiquement sur la partie gériatrie, nous avons à la fois des actions de prévention qui sont promues par la mutualité française, mais en même temps, nous avons aussi la gestion d'un certain nombre d'établissements. Donc, tout au long de la chaîne, en quelque sorte, excusez-moi d'employer ce terme, de la réflexion globale sur le vieillissement, la mutualité française est positionnée à différents niveaux. En termes particulièrement de prévention, vous savez que la mutualité française, depuis longtemps, pas contrairement, mais au-delà de ce que fait l'assurance maladie, et avec l'aide de l'assurance maladie, nous avons depuis longtemps mis la prévention à tous les stades de la prévention, parce que là aussi il y a plusieurs stades de prévention. Nous avons mis la prévention des facteurs de risque et la prise en charge des facteurs de risque du vieillissement, liés au vieillissement, dans nos missions. Et là, nous avons des actions de prévention et nous relions la plupart du temps les actions nationales. La dernière en date est le plan nutrition santé, plan national nutrition santé, parce que vous savez justement que dans la prévention du bon vieillissement, de la limitation des facteurs de risque du vieillissement, et je parle sous le contrôle de ma consoeur gériatre, il y a bien manger, bouger et lutter contre le stress. Donc, dans ce cadre-là, nous avons aussi mis en place un certain nombre d'actions de prévention générales. Donc, vous voyez que la mutualité française, dans un cadre de valeurs solidaires, se positionne à tous les moments de la vie. On voit bien malgré tout que la vieillesse est parfois quand même une cause de marginalisation, voire d'exclusion, qu'il y a des abus qui sont pratiqués contre les vieux, contre les personnes âgées. Comment est-ce que la société peut réagir à ce genre de problématiques ? En d'autres termes, quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir justement aider, prévenir, empêcher que de telles situations d'abus, de difficultés très importantes se développent ? C'est vrai que le sujet âgé est très âgé quand même, hein, parce que les plus jeunes, ils savent quand même un petit peu se défendre, de par leur fragilité et des maladies qu'ils peuvent avoir, des maladies chroniques dont ils peuvent souffrir, et notamment les problèmes de démence, hein, de dégénérescence cérébrale. Elle en fait des gens fragiles et des cibles idéales. Donc, je crois qu'on revient un petit peu à la solidarité intergénérationnelle, etc., qui fait que le voisin, l'enfant, ou même des organismes un petit peu plus associatifs, tels que, puisqu'il existe des associations, je crois qu'on peut en parler, de lutte contre la maltraitance, de type l'association ALMA, qui lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Maltraitance au sens, on en reparlera encore après, hein, mais maltraitance physique, mais psychologique, financière, etc. Donc, comment agir ? Je crois qu'il faut surtout tout simplement regarder les autres, hein, mais bon, ça va à tous les âges. Hein, ça va aussi chez les enfants maltraités, chez toutes les personnes qui peuvent être chez les handicapés. Je crois qu'il faut simplement ouvrir les yeux et regarder ses voisins. Mais ça, c'est la solidarité, même pas entre générations, entre humains. Oui, tout simplement, je pense. Bien sûr. Alors, le développement de la gériatrie, de la gérontologie, apporte aussi une réponse, j'imagine, aux besoins créés par le vieillissement. Vous êtes gériatre, vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la différence entre gériatrie et gérontologie ? La gériatrie, c'est le côté très médical. Hein, on s'occupe des maladies du sujet âgé, qui ont toutes des petites particularités. La gérontologie, en fait, ça c'est comme ça que je la vois, comme ça je la définis, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Hein, la gérontologie, c'est aussi les aspects sociaux, psychologiques, fonctionnels, hein, économiques. Hein, c'est vraiment un individu dans son environnement et dans sa globalité. J'ai compris depuis relativement peu de temps ce qu'était la gériatrie et la gérontologie, c'est vrai. Mais je suis intimement persuadé qu'un gériatre doit être un gérontologue, qu'un médecin qui s'occupe des personnes âgées, quelle que soit la pathologie dont va être victime cette personne âgée, doit avoir une formation en gérontologie. Je suis intimement persuadé de ça, alors que je ne le pensais absolument pas. Je pensais, par exemple, qu'une maladie du cerveau était du ressort essentiellement du neurologue. Alors, c'est en partie vrai, j'en parlerai tout à l'heure, mais je crois qu'il faut prendre la dimension quand même personne âgée quand on a à s'occuper. Dans la globalité, en quelque sorte. Alors, vous conseillez en développement de projets gérontologiques. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez nous expliquer ce que ça veut dire. Alors, c'est le moment. Alors, nous n'aurons pas assez de temps, mais disons qu'il s'agit d'aider, puisque nous accompagnons en fait des professionnels, il s'agit d'aider à concevoir, à mettre en œuvre
à suivre et à évaluer, ça c'est une donnée un peu trop souvent négligée, des projets gérontologiques, effectivement, qui doivent être pensés suivant un certain nombre de critères, dont le critère essentiel est que la personne elle-même concernée par un tel projet, ou du moins destinataire d'un tel projet, soit vraiment d'une part associée et au centre, conceptuellement au centre. Juste un mot quand même pour dire que ça me paraît important le point que l'on soulignait. L'individu est un être, comme on dit dans notre jargon, multidimensionnel. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un psychisme, nous ne sommes pas qu'un être social, nous sommes tous ça en même temps. Et la gérontologie, c'est un peu ce carrefour de toutes les disciplines qui viennent éclairer avec un angle particulier propre à la discipline, finalement cette réalité excessivement complexe. Mais bon, la gérontologie, c'est le discours sur le vieillissement, sur la vieillesse, sur les personnes âgées, dit-on, enfin, suivant cette appellation. Et je crois que c'est important que ça ne soit pas médicalisé. Votre question un peu provocatrice tout à l'heure sur la vieillesse est-elle une maladie, je crois effectivement que c'est une question basique dans nos professions. Parce que trop souvent, les pouvoirs publics ont, par rapport aux difficultés de prise en charge ou de prise en compte des phénomènes de vieillissement, dans les établissements par exemple, ont une réponse médicalisée, c'est-à-dire de l'argent pour des soins. Or, la vie de l'individu, globalement, ce n'est pas les soins. C'est une vie sociale, une vie au milieu de ses pairs, finalement. Nous sommes des individus sociaux. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand nous disions les personnes âgées n'ont pas besoin non plus, pour la majorité d'entre elles, qu'on s'occupe d'elles, je crois quand même qu'il faut avoir le souci d'elles, comme elles doivent avoir le souci de nous, parce que c'est comme ça que le lien social se crée. C'est dans le souci de l'autre. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne justement à ces facteurs de coût, puisqu'on parlait. Vous vouliez dire quelque chose? Je vous en prie. Alain Micheli, excusez-moi. J'ai quelque chose sur les abus, parce que quelque part, quelque chose de pratique, je pense, pour les personnes âgées, très dépendantes, qui posent des problèmes. Nous constatons sur le terrain quand même des abus qui sont des abus d'ordre commerciaux, notamment. Parfois, on n'en parle pas. C'est-à-dire que lorsque la personne âgée perd une faculté de son autonomie au niveau psychique, on voit apparaître un certain nombre d'abus commerciaux, et avec des ventes forcées, des problématiques importantes sur le terrain. Et je dois dire qu'une réponse assez pratique, puisqu'en fait la question portait sur réponse pratique, que je conseille souvent, c'est tout simplement en référer, non pas à une sauvegarde de justice, ni à une tutelle, parce que souvent les tutelles sont assez infantilisantes, mais si la personne âgée le peut, tout simplement à des mises en curatelle, qui permet à la personne âgée de suivre ses ressources, de donner un avis sur ses ressources, tout en ayant une protection par rapport à ses finances. Donc c'est une réponse assez pratique à votre question, qui est limitée à une certaine population, mais qui, je pense, peut rendre d'énormes services à des familles, parce que souvent les familles sont nommées tuteurs, et donc ça permet en même temps de recréer un lien et d'avoir une discussion au sein de la famille. Merci pour votre précision. Alors, justement, parlons d'argent un peu. Le coût de la prise en charge des sujets âgés est élevé, et j'allais dire que ce coût va vers l'augmentation. Alors, comment est-ce que la société peut arriver à assumer ces coûts et quels sont les éléments, justement, en matière de services, par exemple, qui sont mis en place? Pour dire qu'en France, nous avons l'habitude quand même de distinguer les coûts sanitaires et les coûts sociaux. Les coûts sanitaires sont normalement indépendants de la personne, mais dépendant de la pathologie. Donc ils sont objectifs, les coûts sanitaires. Les coûts sociaux, eux, ne sont pas objectifs, ils sont liés aux ressources. Donc là, nous devons faire une distinction. C'est vrai que les coûts sociaux et sanitaires d'une personne âgée augmentent, clairement, ça, les chiffres le montrent, du fait même de la consommation de soins d'un côté, et de la consommation par rapport à l'aide sociale de l'autre. Donc ça, il faut bien distinguer les deux, mais bien savoir que les ressources sociales sont liées aux ressources de la personne. Et puis, vous voulez dire que quelqu'un qui gagne bien sa vie ou qui a une bonne retraite, disons, bénéficiera moins de moins de soutien pour une aide sociale, une aide ménagère ou quelqu'un qui vient, comment dirais-je, aider de façon ponctuelle ou de façon définitive la personne. Alors que par contre, au niveau médical, la prise en charge médicale, ça, elle est prise en charge à 100%, c'est pour tout le monde pareil. C'est ça que vous voulez dire? C'est ce que je veux dire. Par exemple, l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, la fameuse APA, l'allocation, est liée aux ressources. Et donc, effectivement, il est lié aux ressources, à la dépendance de la personne, à ce qu'on appelle un girage, mais il est lié aux ressources de la personne. L'aide sociale de la société, que le Conseil général apporte à la personne, est liée à ses ressources. Ça, c'est important de le savoir. Pierre Lecause, vous voulez ajouter un mot là-dessus? Oui, je voulais dire que la question du coût de la vieillesse est
traité souvent de façon unilatérale. On ne sait pas, on culpabilise souvent les vieux d'être un boulet pour la société, un poids économique de plus en plus lourd. Si effectivement on s'en tient au coût de la santé publique, effectivement, avec l'accroissement démographique de ce qu'on a appelé le continent gris, on s'aperçoit que la médicalisation de l'existence des personnes âgées s'accroît et coûte à la société. Mais on ne voit pas tout ce que les personnes du 3e ou du 4e âge apportent en termes de création d'entreprises, de circulation des biens, des marchandises. Dites à un promoteur immobilier de la Côte d'Azur que la vieillesse c'est un coût pour la société, ça va quand même le faire sourire. Vous voyez ? Donc je crois que si on veut parler du coût de la vieillesse, il ne faut pas s'en tenir simplement au prisme des coûts sanitaires, il faut aussi prendre en compte tout ce que ces personnes âgées rapportent aussi à des entreprises et font comme création d'emplois pour les plus jeunes. Un petit mot, oui, le coût renvoie aussi à la valeur. Et donc ça renvoie bien au discours de tout à l'heure, c'est-à-dire quelle valeur trouve-t-on à la présence de personnes âgées dans un groupe ou dans une société. On parle souvent d'euthanasie, mais en voilà une d'euthanasie sociale qui consiste à considérer, comme ça a été dit dans certains pays un peu au-dessus de nous, mais qui font partie de l'Europe il y a quelques années, on se posait publiquement la question dans certains pays que je ne nommerai pas par charité, est-il vraiment nécessaire de continuer à soigner des personnes très âgées, parce que nous savons que c'est dans la dernière période de la vie, avant la mort, que les vieux coûtent le plus cher. Quand on se pose cette question, ça ne renvoie pas à des problèmes comptables, de coûts comptables, ça renvoie à des problèmes philosophiques, à des problèmes éthiques. On va aborder ces problèmes, hein. Mais on parle bien de mort sociale pour les personnes âgées, qui est justement le facteur d'exclusion le plus important. Alors Bernard Laborel, comment fait-on pour lutter contre la mort sociale, vous qui prônez la solidarité sous tous ces aspects? Eh bien justement, en réfléchissant tous ensemble, toutes générations confondues, sur ce que représente comme avantage, pour prendre le contre-pied de ce que disait le général de Gaulle, comme valeur ajoutée, pour reprendre le contre-pied du terme économique de coût tout à l'heure, de pouvoir aujourd'hui vivre aussi longtemps et en aussi bonne santé que les statistiques le montrent. D'ailleurs, si on n'a pas cette réflexion sociétale, si on n'a pas cette réflexion sur l'intérêt de cette diversité humaine à tous les bouts de l'arc de la vie, alors on en restera à une comptabilité totalement aseptisée et qui fera fi finalement de ce qui nous guide, nous tous autour de cette table, c'est-à-dire une démarche humaniste. Faute de ça, tous les autres discours ne tiennent pas. Merci Bernard Laborel, merci à vous tous pour ce premier débat sur le regard social sur le sujet âgé. Nous nous retrouvons demain dans un autre épisode de Questions d'éthique sur le sujet âgé. Nous parlerons cette fois-ci de certaines pathologies, notamment de la démence qui touche parfois les sujets âgés. Donc à demain sur Questions d'éthique. Merci.